ימינך, תתרצה רומה. קבל רינה, עמך סגדנו, תארנו, תארנו רב. אנא בכוח גדולת ימינך, תתרצה רומה. קבל רינה, עמך סגדנו, תארנו רב. לגיבור ראשי חוקך, כבבה שואל, רחם נערם, רחמי צדקתך. תמיד גונבן, חסין קדוש, חסין קדוש ברוב טובך, נהל עבדיך. יחיד גאה למכבד, זוכה קדושתך. שבתנו בבל, ושמע צעקתנו, יודע תעלו אור. אנא בכוח גדולת ימינך, תתרצה רומה. קבל רינה, עמך סגדנו, תארנו, תארנו רב. שבתנו גבל, ושמע צעקתנו, יודע Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous recevoir pour cette activité dans le cadre du festival Séfarade virtuel cette année évidemment. Je ne m'attarderai pas là-dessus, mais on essaye de vous servir même avec ces difficultés. Mais vous savez, toutes ces activités ne sont rendues possibles que par la générosité de personnes qui participent par des dons ou par des commandites. Et là, je me dois de saluer l'amabilité de M. Salomon Ouziel qui a accepté de commanditer cette activité. Alors Salomon, merci beaucoup, c'est extrêmement apprécié. Geneviève, je te laisse la parole. Merci Sam. Alors, il nous fait un grand plaisir de vous recevoir ce soir. Une deuxième conférence dans le thème lié à la Covid. On a débuté il y a quelques semaines avec les jeunes et la Covid, impact dans notre communauté. Et aujourd'hui, la Covid et les écoles. On a une belle brochette de personnes qui sont impliquées à différents niveaux, au niveau de l'éducation. Plusieurs écoles sont représentées. On compte poursuivre avec des thématiques liées à tout ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, incluant l'impact de la Covid, incluant le cheminement à travers les écoles et d'impliquer évidemment toutes les écoles de notre communauté. Alors, je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde, vous remercier tous, remercier notre organisateur de l'événement, Elias Lévy, et à qui je cède la parole. Merci beaucoup. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer à cet événement du pré-festival Séfarade, puisque nous allons traiter ce soir d'un sujet d'une brûlante actualité. À quoi ressemblera une journée à l'école dans quelques jours? Pour un bon nombre de parents, cette question lancinante est source de stress et d'angoisse. L'implacable pandémie de la Covid-19 continue à chambarder profondément nos vies
et celle de nos enfants. Comment les dirigeants des principales écoles juives de Montréal envisagent-ils cette rentrée scolaire inédite exceptionnelle, régie par des injonctions sanitaires sans précédent et des protocoles d'intervention jamais imaginés jusqu'ici? Pour en discuter, nous avons invité ce soir 6 leaders vivant ces nouvelles réalités scolaires au quotidien. Je vous les présente. Madame Lucienne Azoulay, directrice des études séculières à l'Académie Yeshiva Yavneh. Madame Jennifer Benoualid, directrice à l'école Solomon Schechter. Monsieur Siné Benoudiz, directeur général de l'Association des écoles juives de Montréal. Esther Kroz, présidente de l'école Maïmonide. Alexandra Obadia, présidente de l'école Herzliya. Et la docteure Laura Sigal, directrice du secondaire à l'école Hebrew Academy. Ma première question, je vais l'adresser à M. Siné Benoudiz, qui est le directeur de l'Association des écoles juives, qui est un organisme qui regroupe 6 écoles secondaires et 9 écoles primaires et qui joue un rôle fédérateur pour tout ce qui touche à la vie scolaire juive à Montréal. Je voudrais savoir quel rôle votre association a joué depuis le début de la pandémie de la Covid-19 et quel a été le plus grand défi auquel votre organisme a été confronté ces dernières semaines ou ces derniers mois? Depuis toujours, l'Association des écoles juives est là pour faciliter la coordination entre les écoles et le ministère de l'Éducation, aller chercher l'information, répondre aux questions des écoles. Et donc, quand bien même les circonstances étaient assez exceptionnelles, l'association a continué à jouer le même rôle. Dès le mois de mars, lorsqu'il y a eu la fermeture des écoles qui a été annoncée par le ministère, l'association, en collaboration avec toutes les écoles, a organisé des rencontres vidéoconférences entre toutes les directions d'école, justement pour coordonner nos activités, pour échanger des idées et pour se renseigner davantage sur les mesures qui étaient mises en place par le gouvernement et s'adapter à la nouvelle réalité. Je dois dire que depuis le début, les écoles juives ont pris d'excellentes initiatives pour mettre en place de l'enseignement en ligne pour les élèves, pour ne pas abandonner leurs élèves, ce qui fait que quelques jours après la fermeture annoncée des écoles, l'enseignement en ligne était en place et ça revient au mérite des directions d'école qui ont travaillé littéralement 24 heures par jour pour pouvoir se préparer à donner ces services éducatifs aux élèves. Nous, notre rôle, il a été constant. Ça a été justement de maintenir le dialogue entre toutes les écoles, d'établir un dialogue avec le ministère pour répondre à des questions sur des sujets qui restaient un petit peu ambigus par rapport aux instructions qui nous venaient régulièrement du ministère. Je crois qu'on a abattu des forêts entières. Heureusement que c'était fait virtuellement. Toutes les instructions qui nous venaient en ligne avec énormément de questions que se posait tout le monde. Et donc, mon rôle en tant que directeur d'association, c'était d'essayer de trouver des réponses. Alors, je dois dire qu'on a continué, une fois que l'année scolaire a pris fin, ce travail s'est poursuivi pendant l'été. On s'est retrouvé avec plusieurs dossiers qu'il a fallu coordonner et travailler avec toutes les écoles. Et dès le 10 août dernier, on a reçu les instructions du ministère pour la rentrée. À nouveau, toute une série de questions qui se posent, des cas particuliers. Est-ce que les directives du ministère de l'Éducation sont-elles suffisantes pour rassurer nos parents, nos enseignants, notre administration, nos conseils d'administration? Parce qu'il faut bien savoir quelque chose, il y a quand même 2 systèmes au Québec. Il y a le système des écoles publiques qui sont tenues de suivre les instructions à la lettre et les écoles privées qui ont un peu plus de marge de manœuvre. Mais en même temps que les écoles ont cette marge de manœuvre, ils doivent aussi naviguer et s'assurer qu'ils respectent les directives du ministère. Donc, encore une fois, et c'est assez amusant parce que 1 minute avant qu'on commence le programme, j'ai reçu du directeur de l'enseignement privé une réponse à une question que je lui avais posée il y a quelques jours et je vais la communiquer à tous mes collègues des écoles. Donc, vraiment, coordination, dialogue avec toutes les écoles, soutien de tout temps, c'est ce que nous essayons de faire. Et surtout pour montrer une image des écoles juives qui travaillent de concert
qui coopèrent entre elles et qui sont là pour aider les gens de notre communauté. Merci, Siné. Ma question s'adresse à Esther Kroos, la présidente de l'école Maïmonide. Dans Laurent, quel protocole sera mis en œuvre à l'arrivée à l'école de vos élèves? Et je voudrais aussi savoir si vous pouvez me préciser, est-ce que le protocole sera différent pour les enfants qui se rendent à l'école en autobus? Voilà, Esther, si tu peux m'éclairer là-dessus. Esther, tu es sur mute. Bon, peut-être on va revenir avec Elle m'a mute, pardon. D'accord. Ok, donc bien entendu, on a mis en place des protocoles d'hygiène et de sécurité justement à l'arrivée des élèves à l'école, notamment tous les élèves, il y aura une station où la prise de température sera prise pour tous les élèves, un poste de désinfection des mains avant de rentrer. Pour les élèves en autobus, oui, le même protocole sera fait à l'arrivée. Donc, avant de monter dans l'autobus, il sera important pour tous les élèves de s'assurer justement d'avoir pris leur température à la maison. Et le port du masque sera obligatoire dans l'autobus. Donc, essentiellement, les mesures qui ont été mises en place vont en conformité avec les instructions du ministère, mais un peu plus au niveau justement des mesures de sécurité pour s'assurer justement d'avoir pris la température. La question de désinfection est faite de façon assidue, tant en arrivant que tout au long de la journée. D'accord. Alexandra Obadia, à l'école Herzliya, qui est quand même, je ne sais pas, combien d'étudiants vous avez dans Ce n'est pas juste Herzliya, je veux juste préciser, le conseil d'administration gère Herzliya où il y a 480 élèves et Talmud Torah l'élémentaire aussi, qui regroupe 300 élèves. D'accord. Est-ce que vous avez mis en place un certain nombre de mesures pour intervenir dans le cas où un élève est déclaré positif à la Covid-19? Quelle va être l'approche? Un élève ou un professeur qui est déclaré positif à la Covid-19. Comment est-ce que vous allez intervenir? Ça, il y a des protocoles très clairs et très stricts qui ont été développés par la santé publique. Et donc, dès qu'un élève, d'abord a des symptômes, on le renvoie à la maison. Mais si un élève est déclaré positif, il y a tout un protocole à suivre. Il faut aviser la santé publique. La santé publique, après, fait une enquête et retrace tous les gens qui étaient en contact avec cet enfant. Donc, ça relève après de la santé publique. Et évidemment, les élèves et les professeurs qui ont été en contact avec cet enfant seront immédiatement avisés et mis en quarantaine, le cas échéant. D'accord. Est-ce que, pareil, pour tout ce qui est est-ce que vous avez aussi beaucoup de transports d'autobus scolaires qui amènent vos élèves? Oui, alors ce qu'on a fait, c'est premièrement, on a demandé aux parents qui pouvaient accompagner leurs enfants de le faire. On favorise cette approche. Pour ceux pour lesquels c'est vraiment impossible, ce qu'on va faire, c'est qu'on va asseoir les frères et sœurs à côté ou membres d'une même famille qui se voient, par exemple. Mais on va éviter évidemment d'asseoir à côté des élèves qui ne seraient pas de la même famille. D'accord. Madame Azoulay, à la Yeshiva Yavne, je sais que les classes ne sont pas mixtes. Donc, vous avez des classes séparées pour les différents niveaux. Est-ce que sur le plan logistique, est-ce que c'est un plus grand défi? Est-ce que ça pose des difficultés supplémentaires de mettre sur place, de prendre des dispositions pour tout ce qui touche aux mesures sanitaires, aux mesures du respect de la distanciation sociale et de l'organisation des classes? Alors oui, c'est tout un défi. On a 4 écoles dans la même école. Donc, on a mis sur place beaucoup de protocoles pour éviter, quand ils sont dans les classes, ils sont dans leur bulle, donc ça va bien. Mais quand ils sortent de leur bulle, on a mis sur place plusieurs protocoles pour
la distanciation, pour l'obligation de mettre le masque dans les aires communes, dans les gymnases, etc. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été de tout repos, mais je pense qu'on va faire une belle rentrée parce qu'on est arrivé à faire ce qu'on voulait faire, en protégeant nos élèves, bien évidemment. Madame Enoualid, comment se présente le paysage à votre école, à Solomon Schechter, au niveau des normes, soit de la distanciation sociale, sanitaire? Comment est-ce que votre école s'est organisée à ce niveau-là? Donc, nous suivons également toutes les recommandations du ministère de l'Éducation, mais nous avons été au-delà. Nous avons commandé du plexiglas pour chaque pupitre, pour que chaque élève, justement, puisse être protégé. Nos enseignants aussi auront du plexiglas autour de leur pupitre. Nous recommandons fortement le port du masque dans les couloirs et en classe, afin de protéger tout le monde. Notre école est quand même composée d'un assez grand nombre d'étudiants. Nous avons 500 élèves entre notre centre de la petite enfance et notre école primaire. Donc, nous devons nous assurer que tous ces enfants soient en sécurité. Et en fait, c'est justement le grand défi, c'est de trouver cet équilibre entre assurer la sécurité de nos enfants et leur donner la possibilité de vivre dans leur monde insouciant d'enfants. D'accord. Madame Segal, à l'école Hebrew Academy, est-ce que c'est un petit peu la même situation qu'à l'école, à la Yeshiva Yavne? Est-ce que vos classes sont mixtes? Est-ce que ce sont des classes garçons et filles? Est-ce qu'ils étudient séparément dans certaines classes? Est-ce que ça vous contraint à réaménager, à prendre de nouvelles dispositions pour pouvoir composer avec la réalité scolaire de ces jours-ci? Alors, notre école va de la maternelle jusqu'au secondaire 5 et on a aussi un CPE à côté. Ce n'est pas exactement de la même manière diviser les élèves comme à Yavne. À l'élémentaire, les élèves sont mixtes. Au secondaire, ils sont pas mal séparés, filles-garçons, sauf que pour les cours où on a des niveaux. Mais là, avec les directives, afin de pouvoir ne pas trop mélanger les groupes et maintenir ces bulles d'élèves, pour cette année, on est revenu à avoir les filles et les garçons séparés, et cette fois-ci à partir de la 6e année, étant donné que les filles en 6e préparent pour la bat mitzvah et les garçons dans notre école, ils commencent à étudier la Mishnah. Alors, pour faciliter ces groupes-là, on a décidé à partir de la 6e année, ils vont être séparés filles-garçons. D'accord, je vous remercie. Il y a un point que je voudrais aborder et qui s'adresse à tous les panélistes, c'est celui, il y a des élèves qui sont vulnérables et qui probablement pour des raisons médicales ne pourront pas retourner en classe. Certains élèves présentant une condition de vulnérabilité pourraient être exemptés de la présence à l'école sur présentation d'un billet médical. Et les élèves vivant sous le même toit qu'un proche ayant une vulnérabilité sur le plan de la santé pourront également être considérés pour une telle exemption. Le personnel enseignant, d'après les directives qui ont été émises par le ministère de l'Éducation du Québec, le personnel enseignant et professionnel de l'école devra assurer le lien avec ses élèves avant qu'ils puissent tout de même bénéficier des services éducatifs à distance, vu leurs conditions médicales particulières non documentées. Comment cet enseignement dans vos écoles en ligne pourra-t-il être dispensé à ces élèves vulnérables confinés à la maison si déjà vous avez une charge assez lourde qui est celle que vos enseignants sont à temps plein en classe? Comment est-ce que vous allez composer avec ces deux scénarios simultanément? Voilà, peut-être… Esther, peut-être je vous pose la question à tous parce qu'on va écouter votre point de vue là-dessus. D'accord. Donc, on a certainement prévu ça d'avance et en ayant eu justement le succès des cours en ligne, on a installé des caméras dans toutes les classes. Qui fait en sorte que tous les élèves qui seront justement en situation de vulnérabilité ou ayant obtenu justement l'exemption d'assister en classe pourront suivre les cours live qui seront diffusés, disons, à travers la journée. Donc, l'élève sera chez lui et pourra justement participer à la classe
interagir aussi avec l'enseignant. On s'entend que c'est un défi pour les enseignants de gérer tout ça, mais ils ont certainement fait preuve de leur capacité à cette nouveauté qui est les cours à distance, et on a entièrement confiance en eux que ça va bien se dérouler. D'accord. Sidé Benodis, quel est votre point de vue sur cette question, puisque vous êtes en contact avec les différentes écoles, et puis il y a déjà une première expertise qui a été celle pendant le confinement. Je crois que la plupart des écoles juives ont offert des cours en ligne. Donc, Sidney, quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que c'est un défi supplémentaire pour les écoles à ce niveau-là? C'est certain que c'est un grand défi parce que c'est vraiment la première fois depuis le mois de mars que les enfants reviennent à l'école. Et on comprend qu'il y ait plusieurs parents qui soient inquiets, qui ne soient pas rassurés par toutes les mesures qui sont mises en place. Et Dieu seul sait que les écoles juives vont au-delà des mesures qui sont préconisées par le ministère, à savoir que des écoles vont équiper les pupitres de plexiglas pour protéger les enfants. Des écoles vont demander que les enfants portent le masque en classe alors que ça n'est pas demandé par le ministère. Ce n'est pas obligatoire, le ministère nous l'a bien précisé, mais ça peut être recommandé. Donc, toutes les écoles juives ont pris des mesures qui vont au-delà de ce que demande le ministère, justement pour rassurer nos parents. D'accord ? Nous connaissons nos parents, nous sommes nous-mêmes des parents et nous savons comment nous réagirions dans de telles situations. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des parents qui peut-être, avec grande inquiétude, ne vont pas vouloir envoyer leurs enfants à l'école. Alors, il va falloir qu'ils le justifient. Et pour le justifier, il faut qu'ils aient un certificat médical d'un médecin. Les médecins ont reçu des instructions très précises de la santé publique, à savoir quels sont les critères pour accorder une dispense médicale, pour participer à l'école. Parce que je rappelle à toutes les personnes qui nous écoutent et nous regardent que la scolarisation des enfants est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc, il n'est pas question de rester à la maison, sauf pour ceux qui dépendent de ce qu'on appelle l'enseignement à la maison, le homeschooling, qui a des critères très particuliers et qui ne représente pas une grande partie de notre population. Et ça, on pourra toujours y revenir par la suite. Donc, quel sera le pourcentage de parents qui vont aller voir les médecins pour leur demander de dispenser leurs enfants? On le saura une fois que l'école va commencer. Mais ce que les écoles juives ont fait de bien au printemps, c'est de rôder, de mettre en place tout cet enseignement à distance. Et comme disait Esther tout à l'heure, oui, on peut filmer les profs pendant qu'ils enseignent et retransmettre en direct, d'accord, aux enfants qui doivent rester à la maison. Ce qui évitera de faire un double travail. Exactement. Donc, ça serait peut-être la solution la plus logique, mais je suis intéressé à écouter mes collègues pour savoir quelle sorte de solution ils envisagent dans leurs écoles. Parce que finalement, on apprend de l'exemple de chacun et on se dit, tiens, c'est une bonne idée, je n'y avais pas pensé. Alors, Madame Segal, par exemple, la Hebrew Academy, comment vous allez… Alors, c'est un peu comme Esther l'a décrit. C'est question aussi de changer les habitudes des enseignants. Alors, l'idée est vraiment de diffuser tout ce qui se passe durant la journée pour les élèves qui sont à la maison. Alors, l'enseignant, l'enseignante qui est rentré en classe avant puis se lancer dans son cours, là, il y a juste une petite étape de s'assurer d'ouvrir une session Zoom, de partager l'écran interactif avec l'enfant qui est à la maison et de s'assurer que le tout soit capté. Alors, comme ça, l'enfant à la maison, il peut voir ce qu'il y a sur le tableau, il peut entendre l'enseignant. On a aussi en parallèle des plateformes comme Google Classroom ou Seesaw pour les petits. Et là, c'est vraiment, si vous n'avez jamais pris un cours en ligne, c'est vraiment une plateforme qui permet de voir tous les fiches de travail que les enseignants ont données aux enfants. Ils sont affichés là pour que l'enfant à la maison puisse les repérer. Les travaux sont soumis. Alors, c'est question de maintenir cette plateforme à jour et de s'assurer de diffuser la classe.
Et après, par la suite, c'est aussi d'avoir comme un check-in, de vérifier avec les enfants que tout va bien, s'ils ont bien compris, et d'avoir les enseignants qui vérifient avec les enfants à la maison que ça continue à bien aller, qu'ils avancent. Madame Enwalid, à Salomon Schechter, cette question-là, comment est-ce qu'elle va être traitée? D'accord. Donc, Salomon Schechter, en fait, a effectué un énorme investissement au niveau technologique. Nous avons commandé des tablettes, iPad et des ordinateurs portables pour tous nos élèves, pour toutes nos enseignantes et pour toutes nos assistantes, afin qu'aucun élève ne soit pénalisé dans le cas où il ne pourrait pas venir à l'école pour cause de maladie, ou encore si un élève, par exemple, se réveille un matin avec une fièvre, d'après notre protocole, il ne pourra pas se présenter à l'école pendant les 14 prochains jours. Donc, nous devons assurer le suivi de cet élève. Ce que nous allons faire, c'est que, en parallèle avec nos classes régulières, nous allons offrir un programme en ligne destiné à nos élèves qui doivent rester à la maison. Ces programmes seront des programmes d'études à temps plein, animés par des enseignants brevetés qui accorderont à chaque enfant l'attention qu'il lui faut. En parallèle, il y aura aussi ce que Laura a décrit et ce que Laura et Esther ont décrit, donc ce service en direct où chaque élève pourra rejoindre son groupe classe une fois par une heure, à peu près 1 heure par jour, assurant ainsi un lien avec ses pairs, un lien avec son enseignant titulaire, mais en même temps un enseignement personnalisé à travers la plateforme Zoom, Google Classroom et CISA pour les plus jeunes. D'accord. Madame Azoulay, à l'Académie Yeshiva Yavne, comment tout ça se met en place? Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi muni nos classes de caméras, mais elles resteront à la discrétion des enseignants. On n'obligera aucun enseignant à utiliser les caméras s'ils ne sont pas à l'aise à le faire. On a fait un sondage et on s'est rendu compte que finalement, on a à peu près 4 élèves d'une même famille en plus, qui pourraient rester à la maison. Donc, nous, au début de la semaine, on enverra un dossier pédagogique aux parents et ils seront aussi sur Zoom pendant les leçons et les enseignants accorderont entre 2 heures et 2 heures et demie le soir pour communiquer avec ces enfants, s'assurer que tout va bien, que les programmes sont suivis, qu'il n'y a pas de difficultés, etc. Voilà. Je voudrais qu'on aborde la question qui est une question assez sensible, c'est celle du port du masque en milieu scolaire par les enfants. Je vais me permettre de prendre une minute pour les internautes qui nous suivent. Je vais leur donner les directives qui ont été émises dans le plan de retour à l'école élaboré par le ministère de l'Éducation du Québec avec les autorités de la santé publique. Elles disent, dans une école primaire, les élèves de l'éducation préscolaire jusqu'à la 4e année du primaire inclusivement sont exemptés de l'obligation du port du couvre-visage. Il leur est toutefois recommandé d'en porter un. Cette recommandation s'applique aussi dans le transport scolaire. Pour les élèves du 3e cycle primaire, c'est-à-dire les 5e et 6e années, le port du masque est requis pour tout élève, sauf lorsqu'il n'est en présence que des élèves de son groupe classe ou de membres du personnel de l'établissement. Il est donc requis lorsque l'élève est en déplacement dans les aires communes et qu'il utilise le transport scolaire ou public. Dans une école secondaire, le port du couvre-visage est requis pour tout élève, sauf lorsqu'il est en présence de son groupe classe ou de membres du personnel de l'établissement. Le masque est donc requis lorsque l'élève est en déplacement dans les aires communes et qu'il utilise le transport scolaire ou public. Appliquer d'une manière pointilleuse de telles directives, me semble que ça relève un peu de la gageure. Est-ce qu'il y a des hésitations, est-ce qu'il y a des craintes parmi la direction de vos écoles quant au port du masque? Parce que quand on lit ce type de directive, on sent un flou qui transparaît. Elias, je peux y aller. Ça a fait beaucoup de vagues cette dernière semaine, la question du port du masque.
parce que le ministère a clarifié une question, à savoir que le port du masque en classe, qui avait été rendu obligatoire par la plupart des écoles privées, ne pouvait pas l'être, ne pouvait pas devenir obligatoire. Donc, les écoles privées n'ont pas légalement le droit d'imposer le port du masque en classe. Par contre, les écoles privées, comme la nôtre et les autres écoles qui sont représentées ce soir, vont se conformer aux directives. Ça veut dire que les enfants qui doivent porter le masque dans tous les lieux publics, c'est-à-dire dès qu'ils quittent la classe, porteront le masque. Et en classe, la distanciation sociale sera là, enfin, en ce qui nous concerne du moins. Les systèmes de ventilation ont tous été vérifiés et améliorés. En ce qui nous concerne, on va mettre du plexiglas. On a décidé récemment de mettre du plexiglas sur chaque pupitre. Donc, il y a quand même des mesures additionnelles qui ont été prises dans la mesure de nos moyens légaux. Donc, pour répondre à ta question, ce n'est pas possible pour nous d'aller au-delà de ces règles, mais on s'assure de les suivre à la lettre, et elles sont quand même assez claires pour les directions. Donc, en ce qui nous concerne, il n'y a pas de... Je ne dirais pas qu'il y a d'inquiétude au sein de la direction. Il y en a peut-être au sein de certains parents, mais pas de la direction. D'accord. Donc, là, les directions savent vers où est-ce qu'ils s'en vont. Absolument. Pour les autres écoles, j'aimerais vous écouter là-dessus, le port du masque. À Salomon-Chaque-Terre, par exemple, comment ça se présente? Parce que là, vos élèves sont plus jeunes, c'est une école primaire. Est-ce que les convaincre de porter le masque lorsqu'ils sont dans les couloirs ou dans des aires communes, est-ce que c'est un exercice plus difficile? Écoutez, il est certain que nous devons nous conformer au règlement du ministère. Par contre, nous avons l'intention de continuer à suivre notre protocole qui est de recommander fortement le port du masque par tous nos élèves, je parle de la première à la 6e année, dans tous les lieux communs, ainsi que dans les classes, dans la mesure du possible. Ceci veut dire que quand un enfant a besoin de respirer, si un enfant a besoin de boire, de manger, de prendre une pause, il est certain que l'enfant peut enlever son masque et peut prendre cette pause. De la même manière, ce port du masque n'est pas obligatoire parce que nous ne pouvons pas le rendre obligatoire. Et j'aimerais aussi souligner que ces mesures n'ont pas été prises à la légère. Nous avons un sous-comité composé de médecins qui travaillent justement dans le domaine et qui ont eu affaire avec des cas de Covid, qui nous conseillent régulièrement. C'est eux qui nous ont conseillé le port du masque, ils nous ont conseillé le plexiglas, ils nous ont également conseillé l'achat de purificateurs d'air que nous avons achetés et que nous sommes en train d'installer dans toutes les classes. À Hebrew Academy, par exemple, comment la question du masque est traitée? C'est pas mal la même chose que vous avez entendu des autres écoles. Je pense que toutes les écoles de l'association, on a des sous-comités de professionnels dans le domaine de la santé qui nous ont tous conseillé de vraiment insister sur le port du masque, mais on le fait de la manière légale. Donc, on recommande fortement de la maternelle jusqu'au secondaire 5, le port du masque non seulement obligatoire dans les lieux communs et encouragé dans les classes. On a aussi du plexiglas sur tous les bureaux, sur les pupitres, les bureaux des profs. On a des plexiglas dans les bureaux des administrateurs, des secrétaires, pour vraiment protéger non seulement les élèves, mais la communauté de l'école entière. Et ces questions d'éducation, c'est parce que le port du masque, c'est pas seulement pour protéger l'enfant même qui le porte, mais c'est un respect envers les autres, parce que tu gardes plus ou moins tes microbes à toi-même. Alors, c'est question d'éduquer les enfants pour qu'ils aient une considération pour les autres qui sont autour d'eux. Et c'est l'approche qu'on peut prendre. Merci. Madame Azoulay, à la Yeshiva Yavne. Alors, c'est un petit peu comme tout le monde. Il y a des directives ministérielles, on doit s'y conformer. On va recommander le port du masque, on ne va pas l'imposer. Et écoutez, il faut comprendre qu'il y a des parents qui vont vouloir quand même mettre le masque à leur enfant toute la journée. On les laissera faire, on ne va pas imposer quoi que ce soit. Mais il faut aussi comprendre ces enfants qui vont passer 8 heures dans une salle de classe
avec un masque. Bon, là encore, il fait plus ou moins beau, on ouvre les fenêtres, etc. Mais dans pas longtemps, il y aura du chauffage. Et bon, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'imposer. De toute façon, le ministère ne le veut pas. Nous allons laisser à chaque parent le choix de mettre ou pas le masque à leurs enfants toute la journée. D'accord. Je voudrais qu'on parle un peu de la question du réaménagement de l'espace physique, c'est-à-dire des salles de classe et des autres espaces scolaires comme les cafétérias et les gymnases, parce que ça doit être un véritable casse-tête de réorganiser tout cela pour pouvoir respecter l'éloignement social édicté par les autorités de santé publique. Par exemple, dans vos écoles, quelles mesures ont été prévues dans les espaces extérieurs, comme les cours d'école ou terrains de jeu? Certains parents se demandent à quel jeu, par exemple, les élèves pourront-ils jouer lors des récréations? Comment ça se pose, cette problématique dans les différentes écoles? Je ne sais pas qui de vous veut répondre. Je vais y aller. Allez-y. Je vais y aller. On a adapté nos cours de récréation. Nos récréations ne se feront pas en même temps. On va les séparer. On va séparer les classes. On a mis dans nos cours de récréation des divisions pour que les enfants quand même puissent sortir et s'aérer. La cafétéria en tant que telle, on l'a annulée jusqu'à nouvel ordre. Les enfants vont manger dans la salle de classe avec leurs enseignants et ils sortiront ensuite avec leur masque à l'extérieur de l'école pour la récréation. Pour l'instant, on évite tout rassemblement parce que dans les cafétérias, bon, les enfants se mêlaient. Donc là, on l'a annulé complètement. Les cafétérias vont continuer de faire la nourriture, mais le mettre dans des boîtes complètement fermées et qui vont être distribuées aux élèves dans les salles de classe. Alexandra, à l'école Herzliya Talmud Torah, comment cet aspect-là est organisé? Alors, en gros, c'est ça. Nous aussi, on évite tout ce qui est tous les rassemblements. Je pense que le principe derrière les directives du ministère, c'est que les enfants restent toujours avec le même groupe. Donc, quand on les fera sortir, on va les faire sortir sur le toit aussi. On va garder les classes ensemble. Les classes ne se mélangeront pas. Et les élèves porteront le masque aussi dès qu'ils sortent de la classe. Encore chez nous, il sera fortement recommandé en classe, mais pas obligatoire. Par contre, il sera obligatoire dès que les enfants sortent de classe. Pas de cafétéria non plus, les enfants mangeront en classe. Donc, c'est à peu près le même principe qu'on va appliquer. D'accord. Madame Segal, ce sera le même principe aussi oui, c'est le même principe. La cafétéria est fermée jusqu'à nouvel ordre. Les élèves apporteront leur lunch, leur goûter, ils vont manger en classe. On a réaménagé la cafétéria pour que ça crée encore un lieu pour les élèves lors des récréations. Donc, on a créé à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment des zones pour pouvoir dédier à différents groupes un espace pour leur récréation, pour l'heure du lunch aussi, quand ils ont la grande récréation, surtout au secondaire. Donc, vraiment d'essayer premièrement, de décaler les heures de lunch, les temps de récréation pour que ce ne soit pas tout le monde ensemble et avoir des lieux dédiés pour chaque groupe qu'on fait en rotation. Je me demande comment se déroulent chez vous, particulièrement dans les écoles où il y a une tradition plus orthodoxe, les cours de les prières ou les cours de liturgie. Parce que dans certaines écoles, je sais que les élèves participaient à plusieurs offices religieux dans la journée. Est-ce qu'il y a eu des changements, des chambardements à ce niveau-là? Par exemple, à Hebrew Academy. Oui. On a réaménagé généralement. On a 2 minyan le matin et ça se déroule dans 2 beth midrash. Là, on a réaménagé les 2 beth midrash et la cafétéria pour avoir un grand espace où on peut distancier les élèves avec un port de masque pour les prières. Donc, on aura 3 minyanim en bas et on va utiliser des salles de classe pour les filles pour que tout le monde puisse… Il n'y avait pas question d'annuler la prière, ça fait partie de notre journée. Alors, c'est comme ça qu'on va démarrer le matin. On a même réaménagé la manière qu'on organise les casiers pour que les élèves puissent rentrer et aller directement vers leur casier et au même étage aller aux prières à côté de là où ils gardent leurs affaires. Alors, on a vraiment réaménagé, mais pour pouvoir garder notre identité et
nos traditions. Madame Azoulay, je suppose qu'à l'Académie Yeshiva Yamné, ça nécessite aussi toute une réorganisation. Oui, beaucoup de réorganisation. Il y aura dans le Beth Midrash 2 classes distanciées, bien distanciées. Et on a prévu des minyanes dans 3 autres classes avec des rabbanim qui vont être là dès le matin pour faire la prière avec les élèves. Au niveau des filles, c'est le défi il est encore plus grand parce qu'on n'avait pas tellement de locaux. Il va y avoir aussi 2 classes dans la cafétéria avec la rabbinite, plus les 3 autres classes vont être dans leur salle de classe avec leur professeur de Kodesh qui démarre la journée, va démarrer avec eux les prières. Je voudrais aussi vous poser une question au niveau secondaire. Bon, il y a beaucoup de laboratoires de sciences où on exige traditionnellement, on exige un travail rapproché entre 2 ou plusieurs élèves qui est souvent requis. Comment ça se passe actuellement avec la distanciation sociale? Ça aussi, est-ce que vous avez dû revoir toute l'approche pour tout ce qui touche l'enseignement des sciences appliquées? Par exemple, à l'école Herzliya, Madame Obadia. Je vous avoue qu'il faudrait que je réfère à nos professionnels pour ça. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais je suis certaine que les mêmes mesures ont été appliquées. Mais je vais peut-être référer cette question à nos professionnels, ici, à nos directrices. Il y a la question aussi des activités parascolaires, parce qu'il y a beaucoup de parents dans les écoles, généralement, bon, il y a les cours conventionnels, traditionnels, puis il y avait aussi beaucoup d'activités parascolaires où ils organisaient des sorties à l'extérieur, en plein air, le ski. Il est certain que par les temps qui courent actuellement, ces activités parascolaires se font rarissimes. Quel type, selon vous, d'activités pourrait être envisagé pour permettre à nos jeunes de se rassembler virtuellement à des fins uniquement sociales? Est-ce que l'école a un rôle à jouer à ce niveau-là pour remplacer, faire un peu un substitut des activités parascolaires qui ne sont plus offertes? Siné, est-ce que tu as là-dessus, est-ce que tu as eu des échos des parents, des directions d'école sur la question des activités parascolaires qui font partie d'un tout global dans la vie scolaire d'un jeune? On t'entend pas. Voilà. J'ai dit le grand défi pour les activités parascolaires, la première, ce sont les sports d'équipe. C'est certain qu'il va falloir s'adapter, savoir quels sont les sports qu'il est possible de faire. Je dois avouer qu'on ne s'est pas trop penché sur la question. En fait, une des questions qu'on avait soulevées entre nous, c'était la question des cours d'éducation physique. Comment est-ce que ça allait se passer et qu'est-ce que les écoles, justement, font pour assurer la sécurité des groupes au gymnase? Peut-on avoir plusieurs groupes au gymnase? Parce que, bien entendu, on part de ce principe de la bulle qui doit toujours être la même. Et il faut se dire que la bulle, elle peut avoir des dimensions différentes. Ça peut être une classe de 20 élèves, ça peut être une classe de 25 élèves, ou ça peut être une classe… Bon, on n'a pas des classes de 30 généralement dans nos écoles, mais alors il pourrait y avoir dans le même gymnase 2 classes. Il y aura une grande séparation entre ces classes, mais quand vient le moment de l'équipement, d'utiliser les ballons, des bâtons de hockey, des choses comme ça, entre chaque groupe, classe qui viendra les utiliser, il faudra nettoyer tout l'équipement. Mais tout à l'heure, il y avait une question sur le laboratoire de sciences et je sais que Laura a certainement quelque chose à dire là-dessus. J'aurais voulu qu'elle s'exprime là-dessus parce que moi aussi, je suis curieux de savoir comment ça va se passer. Oui, alors pour les laboratoires de sciences, généralement, on traite les laboratoires comme une salle commune. Donc, les masques sont obligatoires. Et de la même manière, si les enfants travaillent en groupe, on va leur demander de mettre un masque parce qu'ils sont plus proches. Et c'est la manière la plus effective de limiter le risque quand il y a des personnes qui travaillent plus prochement. Mais généralement, c'est ça l'approche va être. On ne va pas et je sais que même au niveau de cégep, c'est la même chose. Mais l'idée est on traite le laboratoire comme un lieu commun. Est-ce que vous craignez que cette année particulièrement, le taux d'absentéisme soit assez élevé? Et comment prévoyez-vous gérer les reprises de tests pour les enfants qui s'absenteront
de certains cours. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prévu à ce niveau-là? Je ne sais pas, par exemple, à l'école Solomon Schechter, Madame Enwalid, est-ce que c'est une dimension que vous avez prise en considération dans votre plan d'intervention? Écoutez, au niveau de l'absentéisme, tout élève qui s'absente pour une durée prolongée, donc on parle d'une semaine et plus, aura automatiquement accès à notre plateforme d'enseignement à temps plein que je vous ai décrite plus tôt. Au niveau des examens, écoutez, c'est une école primaire. Il y a plusieurs manières de mesurer l'apprentissage. Nous n'avons pas nécessairement besoin d'un examen en bonne et due forme pour pouvoir évaluer un élève. Donc, flexibilité est d'ordre et je pense que c'est vraiment la qualité et la valeur que nous devons prôner toute l'année, s'adapter, être flexible, s'adapter aux besoins de nos élèves, s'adapter aux directives du ministère et être prêt à toute éventualité nécessairement. À l'école Herzélia, par exemple, est-ce que c'est une question que vous avez prise en considération dans dans différents scénarios? Absolument. Bon, il y aura, nous, tout comme la plupart des autres écoles, il y aura des caméras dans chaque classe pour que l'élève ne manque rien et qu'il n'y ait pas d'inéquité, qu'il voit réellement la classe qui a été donnée à ses collègues. Et si l'enfant est malade au point de ne pouvoir assister non plus en ligne à la classe, on a toujours des professeurs du département de ressources, qu'on appelle, qui pourront assister cet élève pour l'aider à rattraper. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une question qui va quand même être pan-canadienne, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir même à travers le Québec, à travers Montréal, si quel sera le taux d'absentéisme. Et au niveau des examens, si je pense aux grades qui ont des examens du ministère, le ministère va devoir aussi s'ajuster, tout comme l'année dernière. Si le taux d'absentéisme est trop élevé, à ce moment-là, peut-être qu'on va nous annoncer que les examens seront annulés en fin d'année. Donc, tout ça, c'est une question quand même qui ne concernera pas juste une école, c'est une question qui va concerner toutes les écoles à travers le Québec, je pense, et les solutions qui seront mises en place si le taux d'absentéisme est beaucoup trop élevé à cause d'enfants réellement malades. C'est une solution qui va être pan-québécoise, à mon avis. Madame Sigol, vous partagez le point de vue d'Alexandra sur cette question? Oui, je suis d'accord que ça dépendra vraiment de la situation et c'est vraiment, ça affecte tout le monde dans la province, pas seulement nos écoles. Mais d'autre part, le fait qu'on est qu'on va diffuser nos classes, que tout le matériel va être disponible aux élèves. Et là, je parle du secondaire parce que pour l'élémentaire, c'est comme elle a dit Jennifer, c'est vraiment, on peut évaluer les élèves d'autres manières. Mais toutes ces plateformes comme Google Classroom permettent d'avoir des évaluations en ligne. Alors, à moins qu'un enfant soit vraiment malade et n'est pas en mesure d'écrire un test ou de faire des travaux, il n'y a aucune raison pour ne pas pouvoir faire des tests et des travaux en ligne. Ça se partage avec l'élève, ça se collecte à la fin. Alors, c'est très, très faisable avec le système qu'on a en place, tant qu'un élève est en bonne santé. Si quelqu'un est malade, il est malade, puis on s'arrangera de la même manière qu'on s'arrange toujours. Madame Azoulay, à l'Académie Yeshiva Yavneh, c'est une... Honnêtement, je ne m'attends pas à un taux d'absentéisme très élevé. Je ne m'attends pas à cela. Un taux d'absentéisme comme tous les hivers, plutôt. Des enfants Maintenant, à Dieu ne plaise qu'il arrive une éclosion ou qu'on soit obligé de fermer des classes ou une, deux classes. Bon, à ce moment-là, nous aussi, on a mis sur place des façons d'aider les élèves pour absolument que les élèves ne manquent rien. Je voudrais juste dire que je souhaiterais que cette rentrée des classes, elle soit la plus normale possible. Bien sûr, avec toutes les contraintes sanitaires, avec toutes les barrières, avec tout ce qu'on a à faire. Mais je crois qu'il est important pour que les élèves arrivent à l'école. Ils ont manqué leurs camarades leur ont manqué, leurs enseignants. C'est à nous de faire en sorte que cette année scolaire soit la plus normale possible. Et évidemment, on est à la merci de ce qui peut arriver. Et le moment venu, nous adapterons nos enseignements, notre aide, évidemment, les tests, etc., comme on l'a fait depuis le mois de mars jusqu'au mois de juin.
J'ai lu récemment que l'une des grandes préoccupations des parents au Québec, c'est actuellement l'état des bâtiments des écoles où leurs enfants vont revenir étudier. La question de la ventilation des bâtiments, je sais qu'il y a il y a des protocoles de désinfection, de nettoyage des zones partagées, les classes, toilettes, cafétérias, qui ont été mis en œuvre à la demande du ministère des autorités de la santé publique. Je sais que la plupart des écoles juives sont quand même abritées dans des édifices assez neufs. Je voudrais peut-être vous écouter. Est-ce que c'est une préoccupation au sein des directions des écoles d'être très vigilant pour tout ce qui touche la ventilation des classes, tout l'aspect sanitaire à l'intérieur dans certaines zones spécifiques de l'école? Peut-être, Madame Benoualid, vous avez quelque chose à dire là-dessus ou... je comprends que vous ne pouvez pas être au courant de tout ce qui se passe peut-être dans votre école, parce qu'il y a plusieurs comités, tout ça, mais peut-être vous écoutez là-dessus. Oui, absolument. Donc, écoutez, sur justement recommandation de notre sous-comité, nous avons commandé des purificateurs d'air. Je ne peux pas vous donner vraiment de détails là-dessus. Je sais que ce sont les purificateurs d'air utilisés par la NASA qui désinfectent et qui assurent un roulement et de l'air frais, je crois, à toutes les 3 ou 4 secondes. Il y a un travail qui est fait là, à ce niveau-là. Exactement, exactement. De plus, nous avons un directeur des opérations qui s'occupe de tout ce qui est nettoyage, désinfection régulière. Oui. Nous avons engagé du personnel supplémentaire pour assurer que tous les endroits soient bien désinfectés, aussi bien les cages d'escalier que justement les gymnases, les terrains de jeu, etc. Donc, oui, c'est une très, très grosse préoccupation. À l'école Herzélia, vous êtes dans un édifice flambant neuf, donc peut-être que c'est une… Mais c'est-à-dire on a 2 édifices. À Herzélia, on est très chanceux parce que c'est un édifice neuf, donc les systèmes de ventilation sont impeccables. On les a quand même fait vérifier, cela dit. Pour ce qui est du bâtiment de Talmud Torah qui est plus vieux, on a nous aussi commandé des purificateurs d'air UV, me dit-on, qui tuent les bactéries, les virus. Donc, tout ça sera installé aussi avant. Esther est toujours là, je ne la vois pas sur l'écran. Esther, à l'école Maïmonide, vous avez 2 campus, le campus qui est à Côte-Saint-Luc et peut-être le bâtiment est plus vétuste que celui qui est à Ville-Saint-Laurent. Est-ce que c'est un aspect important dans votre plan de match de réorganisation de la rentrée scolaire? C'est certain, comme j'ai mentionné tout à l'heure, la sécurité, justement l'hygiène et la désinfection à tous les niveaux est très importante. D'ailleurs, on a fait le nettoyage de la ventilation sur les 2 campus, c'est-à-dire sur les 2 campus, où une d'entre elles est en train d'être complétée. Et le nettoyage se fera de façon régulière. Donc, on s'entend que le nettoyage aussi entre les cours, entre les changements dans les aires communes, ça sera fait. Donc, l'équipe de nettoyage, de conciergerie, etc., a été formée sur les mesures de nettoyage et de désinfection qui sont plus accrues, plus importantes et qui sont une préoccupation à tous les niveaux. Et il y a des stations justement de nettoyage des mains qui va être insistée au niveau des enfants. Et justement, quand on parlait d'éducation, il y a un gros travail qui va être fait avec les enfants pour justement les habituer à ce comportement de nettoyage des mains de façon régulière lorsqu'ils vont dans les aires communes, lorsqu'ils reviennent en classe, le port du masque, etc., comme on parlait. Donc, certainement, tout ce qui est au niveau du nettoyage et de la désinfection est une priorité, certain. Très bien. Écoutez, j'ai une dernière question pour ma part aux 6 intervenants, à nos panélistes. Et il a une question, probablement c'est la question la plus sombre que je vais vous poser. C'est dans le cas du scénario le plus catastrophique. On espère tous qu'il ne se concrétisera jamais, c'est-à-dire une deuxième vague de la pandémie de coronavirus qui imposerait à nouveau la fermeture des écoles et le reconfinement à domicile des élèves.
Le ministère de l'Éducation et les autorités de la santé publique ont demandé aux écoles d'élaborer un protocole d'urgence. Retour à l'enseignement en ligne, les différentes modalités d'intervention. Est-ce que c'est quelque chose qui vous taraude? Est-ce que ce protocole, vous vous êtes y attelé? Est-ce que dans vos écoles, si jamais ce scénario sombre se concrétise, est-ce que vous diriez que vous êtes prêt pour mettre en œuvre un tel protocole? Voilà, j'aimerais vous écouter les 5 tout du moins. Je ne sais pas si… Je vais y aller. Allez-y, madame. Ce qui nous a aidés, c'est le mois de mars au mois de juin. Donc, on a eu des exercices là. On s'est perfectionné sur l'enseignement à distance et on serait prêt à basculer à un enseignement à distance dans les 24 heures de l'arrêt, de la fermeture de l'école. D'accord, d'accord. On est prêt. On est prêt. Madame Walid, à Salomon Schechter, le protocole d'urgence, est-ce que vous y songez? Probablement, vous avez déjà travaillé là-dessus. Il est prêt. Il est prêt et nous sommes prêts justement à basculer dans les 24 heures, comme l'a dit Madame Azoulay. Nous avons une confiance aveugle en nos enseignants. C'est grâce à eux que nous avons réussi à faire ce basculement au mois de mars avec tant de succès. Et nous avons vraiment la chance inouïe, aussi bien à Salomon Schechter que dans toutes les écoles de notre communauté, d'avoir vraiment la crème des enseignants. Et je le dis avec grande fierté et je les remercie de tout ce qu'ils ont fait. Merci. Esther, à Maïmonide? À Maïmonide également, comme Madame Azoulay et Jennifer l'ont mentionné, on a eu cette expérience incroyable du mois de mars à juin qui a permis justement de montrer que la peur et l'appréhension que certains avaient justement du système en ligne a été relevée avec brio et le système est prêt. Il a été, malgré qu'il était très bien et fonctionnel et a donné des résultats incroyables grâce à nos enseignants et aussi à une équipe de direction que je dois remercier d'avoir travaillé around the clock pour mettre ce système en place. On est prêt justement, on l'a perfectionné et on est prêt à le lancer du jour au lendemain. Alexandra, le protocole, est-ce qu'il est en rodage? Oui, alors, je salue notre directrice générale, Madame Toledano, qui m'a annoncé déjà depuis le mois de juin que le protocole était prêt. Alors, on est prêt et je dois dire que les écoles juives se sont quand même démarquées au printemps dernier dans l'enseignement en ligne. Elles ont été très rapides à réagir et comme le disaient mes collègues, on s'est nous aussi perfectionnés et on est prêt immédiatement à changer pour l'enseignement en ligne au besoin. Laura Sigol, comment ça se présente à l'école Hebrew Academy? C'est plus ou moins la même chose. On est prêt à tout convertir en ligne en moins de 24 heures. Je pense que, comme tout le monde, on a appris vraiment de l'expérience qu'on a eue de mars à juin. Ce que ça a permis aussi, c'est d'identifier des places où nos enseignants auraient eu besoin de plus d'entraînement. Et c'est vraiment à ça qu'on a dédié nos journées pédagogiques au début, avant que les élèves arrivent. C'est vraiment pour donner de l'entraînement supplémentaire aux enseignants. Mais on a nos protocoles d'urgence prêts et on espère ne pas leur avoir besoin. D'accord. Siné Benoudis, tu veux dire quelques mots au sujet du… Tu dois être bien au courant de ce protocole d'urgence que… Alors justement, le ministère de l'Éducation a exigé de tous les établissements dans le secteur privé d'un protocole d'urgence par école. Pour le public, ce sont les commissions scolaires qui doivent soumettre les protocoles d'urgence. Donc, il s'agit d'un document très élaboré qui couvre tous les aspects de cette urgence qu'il y aurait à revenir à l'enseignement en ligne et toutes les dispositions qu'il faut prendre pour s'assurer que les élèves recevront ce service. Donc, en fait, le document lui-même, qui a été fourni aux écoles et qu'ils doivent remplir, il est dû, et je me permets de le rappeler à mes collègues, le 15 septembre au plus tard. Donc, et ceux qui ont été les plus prévoyants et qui ont eu tout l'été se sont déjà attelés à la tâche, comme on l'a entendu. Donc, c'est très important d'avoir ce protocole d'urgence. Et en ce qui nous concerne, les écoles juives, de démontrer au ministère de l'Éducation que nous sommes prêts à faire face à tout.
ils savent qu'on a été littéralement des précurseurs en ce qui concerne l'enseignement en ligne, que ça a pris très peu de temps. On sait ce que ça a pris comme temps dans le secteur public et même dans d'autres écoles privées. Chez nous, c'était une question de quelques jours pour être prêt à dispenser d'enseignement en ligne pour tous nos élèves. Et c'est ce qui fait la force de nos écoles, c'est cette solidarité, cette créativité et cette volonté de ne pas lâcher nos élèves. Alors, nos protocoles d'urgence, comme tout le monde est en train de le dire, ils sont prêts et le ministère les recevra dans les temps prescrits. Écoutez, moi, Elias, je m'excuse. Elias, avant de te laisser, Elias, avant de te laisser le mot de la fin, je me permets d'intervenir. Vous avez éveillé un débat exceptionnel. Nous avons reçu beaucoup de questions. Je ne sais pas comment démarrer ça. Moi, j'en ai reçu 2 sur mon téléphone cellulaire. On va prendre quelques questions et puis on va démarrer. Okay. Est-ce que tu veux les contrôler, Elias? Oui, bien sûr. Tu m'envoies les questions et si elles sont adressées à… Ils sont sur le chat. Si tu n'as pas accès au chat, je peux te les lire. Ben, écoute, le chat, là, je ne le vois pas où il est conversé. Alors, je vais… Une seconde. Vas-y, tu peux les lire, Sam, et les adresser à nos panélistes. Voilà, vas-y. Alors, je vais commencer, noblesse oblige, je vais commencer par les 2 questions. Ils sont dirigés vers des personnes, mais je pense que l'une est dirigée vers Laura Siegel et la deuxième est dirigée envers Jennifer Benwalid. La première question, pensez-vous qu'avec le masque, est-ce que l'impact la communication entre les élèves, est-ce qu'il va y avoir un impact entre les élèves d'abord et entre les élèves et les professeurs? Ça, c'est la première question. La deuxième question, le ministère de l'Éducation ajoute des ressources supplémentaires pour la réussite, pour favoriser la réussite des élèves. Est-ce que ça a été fait dans nos écoles juives? Ça, c'est les 2 questions. Après ça, il y en a plusieurs autres. OK, je vais démarrer. Pour ce qui est de la communication, c'est sûr que c'est un peu différent. Tous les enseignants, nous sommes maintenant à l'école en train de préparer. Et puis, ça a pris un moment pour se rendre compte que quand le bas du visage est paré, on ne voit pas si la personne sourit ou pas. Donc, il faut faire attention que le sourire doit monter aux yeux. Alors, vraiment, sourire grand. Il faut un peu projeter la voix un peu plus pour que ça traverse la salle. Mais ça a pris très peu de temps. Et puis, il y a aussi la réalité que si la distanciation est plus de 2 mètres et une enseignante ou un enseignant a besoin de communiquer quelque chose aux enfants, où la prononciation et l'articulation devient très importante, il n'y a aucun problème pour l'enseignant ou l'enseignante d'enlever son masque pour pouvoir communiquer ce qu'ils ont besoin aux enfants. De plus, ce qu'on a trouvé, et c'est même les adultes qui se sont amusés avec ça, les masques viennent dans toutes sortes de dessins, de couleurs, et c'est tout un excitement de voir avec quel masque est venue telle et telle personne aujourd'hui. On a une enseignante qui fait énormément de couture et puis chaque jour, elle arrive avec un nouveau. Alors, je pense que pour les enfants aussi, il y aurait un peu… C'est question de faire tout ça amusant. On a des enseignants qui ont pris le fait qu'il y a du plexi sur les pupitres pour faire comme tout un thème pour la classe et de décorer le bas du pupitre des enfants pour que ce soit excitant pour les enfants qui arrivent. Et je ne veux pas dire ce qu'ils ont fait au cas où il y a des parents de ce groupe-là. Je veux que les enfants aient la surprise. Mais c'est vraiment, comme elle a dit, Madame Azoulay, c'est question de vraiment faire un effort pour normaliser ça pour les enfants dans le plus qu'on peut. Et puis, ça inclut la communication et on va faire tout ce qu'on a besoin de faire pour que ce soit normalisé pour les enfants. La question que vous avez posée… L'autre question, c'est pour les ressources supplémentaires. Jennifer, là, je ne sais pas si elle voudrait… Oui, avec plaisir. Donc, oui, nous les avons partagés, mais encore une fois, on ne se suffit pas du minimum. On ne se suffit jamais du minimum. On doit toujours aller au-delà et nous assurer que tous nos élèves aient accès à au meilleur de ce que nous pouvons leur procurer, aussi bien au niveau académique que pour ce qui est de l'apprentissage, ce qu'on appelle le social and emotional learning, en fait pour tout. Donc nous nous assurons justement que nos enfants sont bien au niveau académique, émotif, social,
Donc oui, nous partageons les ressources du ministère, mais nous allons au-delà. Nous avons un département des services aux élèves avec des psychologues et des travailleuses sociales qui travaillent étroitement avec nos enseignants et avec nos familles. Et nous continuons toujours à chercher l'excellence. Merci. Une autre question, ça s'adresse à tous les panélistes. S'il y a un cas de Covid confirmé, qui avise les parents et à quel moment? Tout à l'heure, vous avez fait référence aux services de santé publique, mais à l'intérieur d'une école, quelle est votre procédure, ou protocole probablement, pour aviser les parents le plus rapidement? Bon, je n'ai pas les détails du protocole, hein. Là, on est en train de rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le parent de l'élève qui va nous aviser, parce que c'est lui qui va amener l'enfant à l'hôpital pour se faire tester. Donc, nous, ce qu'on dit aux parents, c'est de nous informer tout de suite, une fois que l'enfant est retourné à l'école, ou si l'enfant ne se présente pas à l'école, est malade à la maison. À ce moment-là, le parent a l'obligation de contacter l'école et la santé publique. Et à ce moment-là, la santé publique va retracer l'école va fournir des informations à la santé publique pour donner les noms des gens qui ont été en contact avec cet enfant. Donc, je n'ai pas plus de détails que ça, mais il y a des protocoles très, très détaillés, très stricts qui sont déjà élaborés. Je vais peut-être ajouter quelque chose par rapport à ça. C'est si, je crois qu'il y a beaucoup de parents qui sont inquiets si quelque chose arrive à l'école. Comment est-ce qu'on agit? Alors là aussi, on a des protocoles bien précis. On isole l'enfant, il y a un membre du personnel qui est avec l'enfant, on a toutes les trousses d'urgence avec les gants, les lunettes, et puis etc., etc. On appelle les parents doivent venir dans l'heure chercher leur enfant. Si eux, ils ne peuvent pas, ils doivent mandater quelqu'un pour le faire. Ensuite, il faut suivre les symptômes et après avertir évidemment la santé publique, l'administration de l'école et ainsi de suite. Bon, c'est sûr qu'on a toutes nos écoles ont des protocoles très précis, très clairs et bien détaillés dans ce cas-là. Mais moi, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à si ça arrive en classe. Qu'est-ce qu'on fait? Alors. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question, et puis on s'excuse si on abuse encore un peu plus de votre temps parce qu'on en a plusieurs. Alors, je vais aller très rapidement. C'est pas adressé particulièrement à quelqu'un ou quelqu'une. En écoutant les différentes écoles, on voit que chaque école a des mesures différentes et cela n'est pas rassurant. Certains ont des plexis, certains imposent implicitement le port du masque. Qu'est-ce qui se passe si une ou un professeur a le Covid? Est-ce que les enfants vont en quarantaine? Et moi, je voudrais juste dire, avant qu'on continue, qu'au niveau du port du masque en classe, je crois, corrigez-moi si je me trompe, mais toutes les écoles vont le recommander fortement en classe. On ne peut pas l'imposer, mais toutes les écoles le recommandent fortement. Donc, ça ne varie pas d'école à école. Je pense que c'est aussi important de se rendre compte que les protocoles de santé s'appliquent aux enseignants autant qu'aux enfants. Alors, les écoles agissent de la même manière, peu importe la personne dans le bâtiment qui, par exemple, va tester positive. Mais le point qu'Alexandra, elle faisait, c'est très important. Ce n'est pas nous qui décidons quelle classe ferme, quels enfants restent en quarantaine. C'est la santé publique qui vient et dépendant du bâtiment, du mouvement du groupe d'élèves, de l'emplacement de l'élève dans la classe, c'est eux qui vont nous dire qui est à risque et qui doit rester à la maison et qui doit rentrer. Ce n'est pas les écoles qui prennent cette décision. On n'a pas on n'est pas assez informés pour faire ce genre de décision. C'est vraiment eux qui vont nous informer. Tout à fait. Avez-vous une idée du nombre de parents, je ne sais pas si c'est trop tôt de dire ça, du nombre de parents, un pourcentage qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école? Évidemment, ils devraient obtenir, je suppose, un mot du médecin. Avez-vous une idée? Bon, je peux y aller encore. En ce qui nous concerne, pour le moment, on a reçu des notes de médecins pour 20 élèves sur 480. Okay. Nous en avons reçu peut-être 10 pour justement à peu près 450 élèves. Par contre, la question est très pertinente. Est-ce que combien de parents ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école? Et je crois que c'est important de faire la distinction entre ne veulent pas et ne peuvent pas. Il y a une grande frustration
chez beaucoup de parents de justement ne pas avoir le choix de renvoyer leurs enfants à l'école. On la comprend, mais on ne peut rien y faire. Nous devons absolument suivre les directives du ministère. Nous sommes forcés d'exiger ce billet médical, ce certificat médical, et ce sont les médecins qui prennent la décision et non l'école de qui est éligible et qui peut se présenter à l'école ou ne pas se présenter à l'école. Donc, bien que on compatit, nous sommes tous parents ici dans ce panel et nous compatissons avec la peur et l'incertitude que nous vivons tous au jour le jour des parents, mais malheureusement, nous devons tous nous souscrire aux directives du ministère. On a encore 3 questions. Elias, est-ce que je peux continuer? Oui, vas-y. Alors, I have a question in English. I would like to know how will the teachers or supporting staffs help or support those students with learning disabilities or require extra help without stressing our children because they were 3 months absent from school? Je vais y aller parce que ce sujet, on l'a abordé beaucoup parce qu'on était un peu inquiet avec les élèves. Donc nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est de donner à nos enseignants des directives pour que les premières semaines de l'école soient de la consolidation. On ne commence absolument aucune matière. On remplit les lacunes, on consolide ce que les élèves n'ont pas appris. À part ça, on a doublé le nombre de tuteurs et de tutrices qui vont être là pour le rattrapage avec les élèves en difficulté. Et on a instauré l'aide aux devoirs pour les élèves qui vont avoir des difficultés aussi à faire leurs devoirs. Et je pense qu'on a mis beaucoup l'accent sur ça parce que ce qui nous inquiète, ce sont les élèves en difficulté. Ce n'est pas les autres. Ceux qui fonctionnent bien n'ont pas de problème. Les élèves en difficulté qui ont souffert pendant les 4 mois sur le Zoom devant les ordinateurs, eux, ils ont besoin d'aide et c'est réellement sur cette clientèle qu'on va se pencher. Excusez-moi, Sam, parce que c'est une question que là, je l'avais notée. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des élèves qui ont développé ce qu'on appelle des troubles anxieux? Parce qu'il y a des études médicales et psychologiques qui ont confirmé que de nombreux adolescents, après avoir été contraints de passer plusieurs semaines confinés chez eux, ont développé ce type de troubles. Est-ce que vos écoles sont préparées pour composer avec ce problème? Est-ce que c'est une réalité à laquelle vous allez, voir sur le plan quotidien? Donc, si je peux y aller, écoutez, nous avons tous vécu un traumatisme collectif avec la situation de pandémie du Covid. Les élèves vont tous avoir besoin d'aide pour se réadapter à la réalité, à leur nouvelle réalité. Ils ont perdu l'habitude de passer 8 heures par jour à l'école. Leur capacité d'attention sera extrêmement limitée au départ. Ils ont perdu l'habitude de socialiser. Certains auront régressé, d'autres seront extrêmement anxieux et nous devons également nous préparer à une deuxième vague d'anxiété. Certains enfants iront très bien au mois de septembre et s'adapteront très bien, mais au mois de novembre, au mois de décembre, commenceront à exhiber des symptômes d'anxiété ou de difficulté d'adaptation. Pourquoi ? Les études démontrent justement que le cerveau n'arrive pas à traiter l'information aussi rapidement que les événements se déroulent. Donc, nous devons être prêts à toutes ces éventualités. D'accord. Donc, vous êtes prêts à ces éventualités. Pour répondre à votre question de façon… Je peux rajouter ? Ah oui, pardon, vas-y Esther. Ah, pardon. C'est ça. À ce niveau-là, on a travaillé déjà très fort avec nos travailleurs scolaires pour être prêts justement à rencontrer les élèves, à discuter justement de ce qu'ils ont traversé, de ce qu'ils ont ressenti, etc. Comment ils appréhendent la rentrée et toutes leurs inquiétudes par rapport justement à cette situation-là et la réalité de la nouvelle école, si on veut. Et aussi, on a mis en place des ateliers.
Donc, les enfants seront justement pris en charge à tous les niveaux par rapport à ça, tant au niveau du personnel qui sera là pour les accompagner que des ressources externes qu'on va mettre en place justement pour les accompagner. Très bien. Ben, écoutez, je pense qu'il n'y a plus de questions. Moi, je voudrais Oui. remercier vivement nos 6 panélistes pour leurs réponses éclairantes et certes rassurantes pour beaucoup de parents. Je voudrais aussi remercier Sam Ederi, Geneviève Bouzbib et Sabine Malka, la coordonnatrice des affaires culturelles à la communauté séfarade, pour leur soutien. Organiser ce type de webinaire, parfois, il y a tout un travail de logistique. Et je tiens à remercier aussi 2 personnes très au fait des questions et des problématiques scolaires dont les conseils avisés et m'ont permis de préparer ce webinaire, tout du moins d'élaborer les questions. Ces 2 membres du comité organisateur du festival Séfarade, Karine Aloul et Linda Mechali, qui, elle, est directrice de l'école primaire publique, l'école du Grand Terran. Je voudrais les remercier beaucoup. Et puis, écoutez, ça a été un grand plaisir de vous écouter ce soir parler d'un sujet qui préoccupe bon nombre de parents. Et on va souhaiter un excellent retour en classe à tous nos élèves. Alors, Elias, il n'aime pas qu'on le remercie, mais moi, je saute là-dessus pour lui dire merci, mon ami Elias. C'était un excellent travail. C'est un plaisir de travailler avec vous. Je vais, comment dirais-je, réfléchir à tout ça et me dire que le prochain débat où on va vous rassembler, c'est pour parler du vaccin qui a été trouvé et puis que ce virus soit derrière nous. Je veux aussi profiter, parce que nous avons encore plusieurs activités à venir, la prochaine activité. Je vous invite tous et toutes à y participer. C'est un documentaire qui a été, comment dirais-je, produit par Steve Suissa. Steve Suissa, qui est un acteur, réalisateur, producteur juif français, qui est actuellement en Israël. Et ça s'appelle Le chemin des anges. C'est le 1er septembre. La diffusion va être faite le 1er septembre. Je vous invite vraiment à venir le voir. Le Shvil, en hébreu, le Shvil, c'est un chemin de 1000 kilomètres qu'une personne a marché. Et elle nous fait découvrir des endroits que souvent on n'y va pas. Alors, je vous invite vivement à venir voir ça parce que c'est vraiment intéressant. Alors, encore une fois, 1000 merci à tout le monde. Merci à vous tous. Merci. J'aurais une petite question là, juste avant de partir. Comment? J'ai une petite question, Sam. Est-ce qu'on a une idée de combien de personnes avait-on comme audience ce soir? Parce que on ne se parlait pas juste entre nous, donc il y avait du monde. Non. Non, je vais dire à notre ami Janice de nous le dire, le chiffre. On était à un certain moment 70, mais là, elle va nous donner le chiffre exact. 110? Janice? Ah, c'est bien. 80 personnes. 80. D'accord. Merci. J'étais juste curieux. Voilà. Merci Bonsoir. beaucoup. Bonsoir. Okay. Allez, merci. Merci. Bonsoir. Merci, Bonsoir Sam, à tous. Merci Geneviève. Merci. Au revoir. Merci tous mes Merci collègues. beaucoup. On se retrouve bientôt. À demain. À demain. À demain. Allez, bye. Okay. Bye bye. Il commence d'en bas. Les grandes classes, c'est en bas. J'arrive, je vais aller parce qu'il ne va pas savoir. Il ne connaît pas l'école. Il a dit c'est pas la peine. Mais il ne connaît pas l'école.